La chaleur à Lagos était différente de celle à laquelle Shinaza était habituée à Enugu. Ce n'était pas seulement la température. C'était le rythme, le silence dans les yeux, le poids des règles invisibles qu'elle devait apprendre rapidement. Alors que les grilles en fer noir du manoir à Tadeo s'ouvraient, elle serra plus fort sa petite boîte contenant ses affaires, chaussée de pantoufles mal ajustées et d'un chemisier en Pakistan usé. L'agent de sécurité jeta à peine un coup d'œil à sa carte d'identité avant de lui faire signe d'entrée. Madame Franco l'attendait dans le couloir du personnel, presse-papier à la main, l'air plus froid que le sol en marbre. Shinaza s'inclina rapidement et respectueusement, les épaules droites mais le cœur serré. Elle était venue ici pour travailler, pas pour se faire des amis, pas pour ressentir. La maison était une forteresse moderne, 5 chambres à l'étage, 3 au rez-de-chaussée, plusieurs pièces à vivre, une salle de sport privée et une cuisine plus grande que toute sa propriété. Son logement pour le personnel était simple, une chambre partagée avec 2 autres filles qu'elle n'avait pas encore rencontrées. Sans luxe, mais propre, et elle en était reconnaissante. Shinaza se dirigea vers la cuisine, où elle devait suivre une autre servante nommée Ikit. La femme âgée semblait peu impressionnée, prononçant à peine plus que nécessaire. Shinaza observait silencieusement les mouvements, mémorisant mentalement les placards, les ustensiles et le rythme quotidien du service. Ce fut une longue journée passée à se fondre dans la masse, et Shinaza s'en acquittait avec brio, silencieuse, invisible, efficace. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa présence n'était pas passée inaperçue. Du balcon, partiellement caché par de longs rideaux blancs, se tenait un homme grand et large d'épaules, vêtu d'un cafetan bleu marine, les bras croisés, contemplant la nouvelle femme de chambre. Tolu Adedeo prêtait rarement attention au personnel, sauf en cas de problème, mais quelque chose dans sa façon de se déplacer, son silence déterminé, sa façon d'éviter le contact visuel tout en scrutant chaque détail, lui rappelait quelqu'un qu'il avait connu. Son ex-femme possédait la même force tranquille, même si son silence finissait par masquer une trahison. Tolu avait depuis longtemps cessé de chercher un sens chez les inconnus, mais cette fille n'avait pas l'arrogance d'une feinte. Elle ressemblait à quelqu'un portant un chagrin trop lourd pour une petite personne. Il la regarda aider Ikit à transporter une pile de bouteilles d'eau dans le garde-manger, même sans qu'on le lui demande. Il la vit plier son tablier 3 fois avant de le ranger. Il la vit lever les yeux vers la grande horloge au-dessus du réfrigérateur, l'air perdu dans ses pensées. Il y avait quelque chose de profondément humain dans sa tristesse, quelque chose de non exprimé mais de familier. Tolu chassa cette pensée et se détourna. Ce n'était pas ses affaires. Il avait des choses plus importantes à faire, une entreprise en plein essor, une guerre acharnée au sein du conseil d'administration et un nom de famille à défendre. Pourtant, quelque chose dans le regard de cette servante le hanta tandis qu'il retournait dans son bureau. Les jours passaient vite, et Shinaza apprit à agir plus vite. Madame Franca la chargeait de surveiller les sols le matin et de préparer la cuisine à midi. Le soir, elle récurait l'un des escaliers de service ou nettoyait sous les canapés. Elle ne se plaignait jamais. Se plaindre ne ramenait pas les mères. Cela n'empêchait pas les jeunes frères d'aller à l'école ni les tontes d'être négligés. Alors Shinaza travaillait, respirait et ravalait la douleur comme de l'eau. Le 4e soir, après avoir fait la vaisselle et couché les autres, elle resta sécher les couverts. La douce sonnerie de son petit téléphone Nokia résonna dans la poche de son tablier. C'était un appel manqué de Kansi, son petit frère. Lorsqu'elle rappela, sa voix se brisa lorsqu'il murmura que leur propriétaire avait menacé de jeter leurs affaires si le loyer n'était pas payé. Et la tombe de maman, ajouta-t-il, mais il ne put terminer. Shinaza comprit ce qu'il voulait dire. Il avait envoyé des photos la semaine précédente. La pierre tombale était fissurée, les mauvaises herbes poussaient tout autour, comme si personne ne s'en souciait. Mais eux, s'en souciaient. Dieu savait qu'ils s'en souciaient. Des larmes brouillèrent sa vision tandis qu'elle essuyait une casserole en acier, les mains tremblantes. Elle se dirigea vers un coin tranquille de la cuisine et se laissa glisser près du réfrigérateur. Se couvrant la bouche de la paume de la main, elle tenta de pleurer sans un mot. Mais ses épaules tremblaient violemment. Tout s'écroulait, et elle se sentait impuissante dans un monde où la dignité impliquait de garder le silence sur ses difficultés. Au début, elle n'entendit pas les pas légers. Trop perdue dans ses sanglots, elle ne réalisa pas que quelqu'un était entré. Ce n'est que lorsqu'elle sentit une présence agenouillée à côté d'elle qu'elle leva les yeux, surprise. Son souffle se bloqua. Monsieur Tolu Adedeo, l'homme dont le portrait était accroché au-dessus de l'escalier et dont l'autorité résonnait dans les pas de toute la maison, était accroupi à côté d'elle.
Il ne dit rien au début. Ses yeux, sombres et fatigués, croisèrent les siens. Ni colère, ni confusion. Une simple compréhension. Sans demander son avis, il tendit lentement la main et l'entoura de ses bras. Shinaza se figea. Son instinct lui criait de se lever, de s'excuser, de supplier qu'on ne la renvoie pas. Mais son corps resta immobile. Son étreinte n'avait rien de romantique. Ce n'était pas inapproprié. C'était humain, chaleureux, réconfortant. Cela lui rappelait son oncle qui la prenait dans ses bras après que leur mère les grondait. Cela lui rappela qu'elle était vivante. Les sanglots de Shinaza s'apaisèrent tandis que son visage reposait contre son épaule, l'odeur de son eau de Cologne étrangement réconfortante. Elle ne savait pas combien de temps ils restèrent ainsi. Lorsqu'elle s'écarta enfin, il ne dit pas un mot. Il hocha simplement la tête, se leva et quitta la cuisine. Shinaza fixa l'endroit où il se tenait, essoufflé et confus. Que venait-il de se passer? Le matin était arrivé trop tôt. Shinaza se traînait dans ses tâches matinales, son esprit tournant en boucle dans la cuisine comme un disque rayé. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce un test? En parlerait-il? Était-elle désormais l'objet d'un scandale discret? Ses mains tremblaient tandis qu'elle disposait le plateau du petit déjeuner, évitant le regard de tous les membres du personnel. Lorsque Madame Franca lui aboya l'ordre de l'aider dans le couloir, elle obéit sans protester. Son cœur battait la chamade en passant devant la porte du bureau de Toulouse. Mais rien ne se passa. Personne ne fit la moindre remarque. Il ne vint même pas prendre le petit déjeuner. Le soulagement et la confusion la tenaillaient. C'était peut-être une simple émotion. Peut-être l'avait-il serré dans ses bras par pitié. Ou pire, peut-être le regretterait-il et la punirait-il plus tard. Ses pensées la hantent comme une pierre dans sa chaussure. Mais les jours passèrent, et rien ne changea, sauf une chose, Toulouse se mit à marcher plus souvent dans la cuisine. Toujours bref, toujours avec un objectif précis. Il venait chercher un verre d'eau ou un paquet de fruits, mais Shinaza remarqua qu'il ne faisait jamais ça auparavant. Leurs regards se croisaient, il hochait la tête, puis s'en allait. Elle ne souriait jamais. Elle n'osait pas. Mais dans son cœur, une étrange chaleur commençait à se former. Non pas de l'attachement, mais de la reconnaissance. Et pour quelqu'un comme Shinaza, la reconnaissance était dangereusement proche de l'espoir. Ce qu'elle ignorait, c'est que Toulouse était tout aussi perturbée qu'elle par cette nuit-là. Il ne pouvait expliquer pourquoi il l'avait serrée dans ses bras. Il n'avait touché personne ainsi, avec autant de douceur et de vulnérabilité, depuis des années. Et certainement pas un membre du personnel. Mais quand il la vit recroquevillée près du réfrigérateur, pleurant comme si la fin du monde approchait, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas de l'attirance, c'était de la reconnaissance. Il connaissait cette douleur. Celle qui est silencieuse. Celle où les mots ne suffisent pas. Toulouse avait passé des années à maîtriser la distance émotionnelle, construisant un monde où personne ne pourrait s'approcher suffisamment pour le trahir à nouveau. Son ex-femme s'en était assurée. Mais Shinaza n'avait rien demandé. Elle n'avait même pas essayé de s'expliquer. Elle pleurait comme si elle avait le droit de le faire, même dans ce manoir. Et, pour une raison inconnue, il avait réagi. Il l'observait maintenant en silence, sans jamais l'envahir, sans jamais s'étendre plus que nécessaire, mais en observant. Elle se déplaçait différemment. Non pas comme une servante, mais comme quelqu'un qui porte le fardeau de deux vies. Il y avait quelque chose de majestueux dans son silence. Et Toulouse, pour la première fois depuis longtemps, ressentit quelque chose qu'il ne savait comment nommer. Du respect? De la curiosité? Il l'ignorait. Mais il savait une chose, cette étreinte avait bouleversé leur relation. Le lendemain de cette rencontre inattendue en cuisine, Shinaza se leva, le cœur battant la chamade et les membres tremblants. La nuit précédente avait marqué son esprit, un moment intime et humain partagé avec quelqu'un de très éloigné de son monde. Elle accomplissait ses tâches avec une grâce maîtrisée, dissimulant la tempête qui l'habitait. Elle ne voulait pas trop y penser, mais son esprit revivait sans cesse l'étreinte. Ce n'était pas seulement parce qu'il l'avait serrée dans ses bras. C'était la façon dont il l'avait fait. Comme s'il le pensait vraiment. Comme s'il comprenait quelque chose sans avoir besoin d'explication. Ce simple geste ouvrit une brèche dans le mur émotionnel qu'elle avait mis des années à construire. Pourtant, les heures passèrent et elle le croisa de nouveau, cette fois dans le couloir, tandis qu'elle astiquait un vase en verre.
Il hocha simplement la tête poliment et poursuivit son chemin. Pas un mot. Pas de réponse. Shinaza faillit rire d'elle-même. Bien sûr, quelqu'un comme lui n'en parlerait pas. Les hommes comme Tolu Adedeo ne se laissaient pas aller au sentiment. Elle se rappela que c'était probablement un moment de pitié, un acte de gentillesse passager, rien de plus. Il fallait qu'elle oublie. Il fallait qu'elle garde son emploi. C'était tout ce qui comptait. Elle se replia donc sur elle-même, travaillant plus dur, évitant tout contact visuel et faisant comme si son cœur n'avait pas été touché par un instant de chaleur rare. Mais Tolu changeait d'une manière que même lui ne comprenait pas. Avant cette nuit-là, il utilisait rarement la cuisine. Tout ce dont il avait besoin lui était apporté dans son bureau ou son salon privé. Mais les jours suivants, il se retrouva à fréquenter la cuisine plus souvent que d'habitude. Parfois, il demandait un verre d'eau dont il n'avait pas vraiment besoin. D'autres fois, il fouillait le garde-manger à la recherche de fruits, feignant d'être perdu dans ses pensées. Mais en réalité, il l'observait. Shinaza, la fille qui ne pleurait que lorsqu'elle se croyait seule. Il remarqua sa précision de mouvement, sans jamais perdre un pas, sans jamais se relâcher. Il remarqua la fatigue derrière son sourire discret, sa façon constante de regarder son téléphone comme si elle attendait une mauvaise nouvelle. Il admira sa façon de ne jamais jaser comme les autres domestiques, de ne jamais se montrer prétentieuse et de ne jamais chercher l'attention. Et même s'il n'osait pas en parler, sa présence commençait à le terrifier. Lors des réunions, il se surprenait à penser à sa façon de plier les serviettes ou d'arranger les plateaux. La nuit, ses rêves étaient interrompus par le souvenir de ses tremblements dans cette cuisine. Pourtant, il ne dit rien. Il craignait d'aller trop loin, craignait ce que cela pourrait signifier d'explorer la curiosité grandissante qui le tiraillait. Alors il se tut. Mais pas le silence froid et dédaigneux du passé. C'était un silence empreint d'attention, de présence. Et Shinaza, bien qu'elle n'ait jamais prononcé un mot, le ressentait aussi. Quelque chose était en train de changer. Et aucun d'eux ne savait comment l'arrêter. Tout a commencé avec une tasse de thé. Par un matin frais, alors que Shinaza préparait les plateaux du petit déjeuner, elle se retourna et trouva Tolu debout à l'entrée de la cuisine, vêtu d'un cafetan blanc ajusté et de pantoufles assorties, décontracté mais majestueux comme seul un homme né dans la richesse peut l'être. « La bouilloire est-elle chaude » demanda-t-il doucement, la prenant de court. Shinaza hocha vivement la tête et lui servit une tasse sans un mot. Elle le déposa délicatement sur le comptoir en granit, essayant d'éviter tout contact visuel. Mais Tolu ne partit pas. Il resta là, à regarder la vapeur s'élever du thé. « Tu es resté silencieux ces derniers temps » dit-il d'une voix presque hésitante. Shinaza se raidit. La cuisine, son lieu de travail habituel, lui parut soudain exposé. « Je suis toujours silencieuse, monsieur » répondit-elle d'une voix à peine plus basse. Il sourit faiblement. « Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu. » Cette déclaration flottait dans l'air comme l'odeur de menthe dans le thé. Tolu n'en dit pas plus, et Shinaza ne posa pas de questions. Mais quelque chose passa entre eux, une douce reconnaissance, le moment de la semaine dernière n'était pas oublié. Ce n'était pas seulement de la sympathie, il y avait autre chose, de la curiosité, du respect. Reconnaissance. Le soir même, elle trouva un nouveau paquet de feuilles de thé à côté de la bouilloire, une marque importée qu'elle avait un jour déclaré apprécier tout au lors d'une brève conversation avec la cuisinière. Personne d'autre n'aurait pu l'oublier. Et cela la laissa stupéfaite. Tolu ne comprenait pas ce qui, chez elle, le faisait baisser sa garde. Peut-être était-ce dû à sa façon de répondre aux questions avec honnêteté, sans jamais forcer la conversation. Peut-être était-ce dû à l'absence de prétention dans sa voix, à l'absence de ruse dans son regard. Un matin, après une nuit agitée, empreinte de pensées de trahison au conseil d'administration et de stress juridique, il se retrouva à nouveau devant la porte de la cuisine, cette fois plus tôt que d'habitude. Shinaza préparait les plateaux seul, fredonnant un doux Erigbo. Il s'approcha. « Quelle est cette chanson » demanda-t-il, sincèrement intéressé. Shinaza parut surprise. « Juste une chanson que ma mère chantait » répondit-elle. « Une berceuse. » Tolu marqua une pause. « Elle te manque » Son regard croisa brièvement le sien, puis se baissa. Chaque jour, elle répondait. Sa voix se brisait légèrement, mais elle la calmait. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Tolu voulait en savoir plus.
Il aurait voulu s'asseoir à ce comptoir et entendre parler de la mère de Shinaza, de son village, de sa vie avant la gosse. Mais au lieu de cela, il hocha de nouveau la tête, comme pour dire « je comprends », et partit. Ce jour-là, Shinaza ressentit une étrange douleur. Pas de douleur, juste le rappel que quelqu'un avait demandé et, surtout, écouté. Pour une femme de chambre dans un manoir où le personnel était souvent traité comme une ombre, cela signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'elle existait. Et parfois, cela suffisait. À la fin de la 2e semaine, ce n'était plus un secret, du moins pour le personnel. Le changement était subtil, mais dans une maison aussi rigoureusement gérée que le manoir à Tadeo, le moindre écart à la routine était remarqué. La présence fréquente de Tolu dans la cuisine était évoquée à voix basse, entre le linge plié et les coups de serpillière dans le couloir. Iki, qui était dans la famille depuis près de 8 ans, fut la première à le dire à voix haute. Notre journée d'Oga passait trop de temps en cuisine ces temps-ci, marmonnait-elle en polissant les couverts. Et toujours quand Shinaza est là. Les autres riaient doucement, jetant des coups d'œil à Shinaza, qui gardait la tête baissée et faisait semblant de ne pas entendre. Madame Franca, cependant, ne trouvait pas cela amusant. Elle avait servi dans 5 foyers sur l'île Victoria avant d'être embauchée par les Atadeo. Elle était fière de maintenir un personnel professionnel et dévoué. Alors, lorsqu'elle remarquait que Tolu s'attardait une seconde de trop à la porte de la cuisine, ou que Shinaza recevait de nouveaux paquets de thé et des privilèges culinaires que d'autres n'avaient pas, elle plissait les yeux. Son autorité se sentait menacée, non par jalousie, mais parce que des frontières floues généraient toujours le chaos dans une maison comme celle-ci. Elle n'aimait pas ça. Et elle avait l'intention de maintenir l'ordre dans la maison. La tension s'infiltrait dans l'air comme une fumée. Shinaza la ressentait chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Le silence brusque, les regards en coin, les sourires forcés de ses collègues qui l'ignoraient autrefois. Sa relation avec Tolu, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, n'avait jamais été déplacée, jamais physique au-delà de ce simple affrontement. Mais chacun croyait ce qu'il voulait, et l'absence de scandale ne faisait qu'amplifier leurs murmures. Shinaza restait concentrée, se consacrant à son travail, ne souriant que lorsque c'était nécessaire et limitant sa présence aux heures de Tolu. Mais malgré ses efforts, Madame Franca l'a pris par surprise un après-midi, alors que Shinaza repassait les draps des invités. « Tu n'es pas spécial », dit-elle sans préambule. Ne confonds pas la gentillesse d'Oga avec une invitation. Les hommes comme lui n'épousent pas les filles comme toi, Shinaza ne répondit pas. Elle ne broncha pas. Mais quelque chose en elle se serra. Elle n'avait jamais espéré l'amour ou le secours, ni d'un homme comme Tolu, ni de personne. Mais le fait que Madame Franca le suppose était plus humiliant que tout. Ce soir-là, elle resta plus longtemps dans la cuisine, à récurer les casseroles bien après que tout le monde soit couché. Elle avait besoin de chasser la honte, le bruit, la confusion grandissante dans son cœur. Mais elle n'était pas seule. Tolu se tenait à nouveau silencieusement dans l'embrasure de la porte, invisible mais observant. Et cette fois, il n'entra pas. La lettre arriva pliée en 4, tachée d'huile de palme et d'inquiétude. Shinaza l'avait trouvée glissée dans son panier à linge, remise en main propre par un cousin éloigné qui travaillait comme conducteur de bus entre Enugu et Lagos. Elle ne portait pas d'enveloppe, juste son nom écrit de la main de son jeune frère. Assise au bord de son lit dans le minuscule logement du personnel, Shinaza déplia la lettre d'une main tremblante. Son regard parcourait les mots, et chaque phrase lui serrait la poitrine. Ils ont encore brisé la pierre tombale de maman. C'était la première phrase. Ses mains tremblaient. Le propriétaire dit qu'on a jusqu'à la fin du mois pour payer, sinon il jettera nos affaires dans la brousse. Il se fiche que papa soit parti depuis longtemps, ou que tu sois à Lagos pour travailler. J'essaie d'être forte, Nasa, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. La lettre se terminait par une supplication. J'ai besoin d'aide et j'ai peur. Shinaza replia le papier, le plaça sous son oreiller et fixa le plafond. Elle avait envoyé jusqu'au dernier kobo de sa dernière paie à Kamsi pour de la nourriture et de l'électricité. Son uniforme était troué aux coutures. Ses chaussures lui pinçaient les orteils. Pourtant, d'une certaine manière, cela ne lui semblait jamais suffisant. Lagos était censé être son salut. Mais comment sauver quelqu'un alors qu'elle pouvait à peine respirer? Le lendemain matin, Shinaza se déplaçait comme un fantôme dans la maison. Son sourire s'était aminci, ses yeux gonflés par une nuit de larmes silencieuses. Dans le garde-manger, elle laissa tomber une boîte de lait en poudre par accident et se pencha rapidement pour la récupérer avant que quiconque ne remarque sa chute.
Mais quelqu'un l'a remarqué, Tolu. Il était entré discrètement, avec l'intention de récupérer un document qu'il avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Il la vit accroupie, figée, serrant la boîte comme si elle avait insulté ses ancêtres. Il ne dit pas un mot. Il la regarda se lever, le remettre délicatement en place et poursuivre ses occupations comme si de rien n'était. Il avait commencé à déchiffrer ses silences, la façon dont son corps se repliait sur lui-même lorsqu'elle souffrait. Cet après-midi-là, il demanda au chauffeur de préparer une enveloppe pour livraison par coursier à Wenugu, en utilisant son nom, mais en laissant l'expéditeur anonyme. Shinaza n'a jamais vu l'enveloppe, mais Campsi l'appellerait plus tard en sanglotant de gratitude, annonçant que le propriétaire avait soudainement changé d'avis et qu'un mystérieux inconnu avait réglé la dette et fait réparer la tombe de leur mère. Shinaza n'a pas d'abord posé de questions. Elle s'est simplement effondrée sur le sol de sa chambre et a pleuré. Pour une fois, le fardeau s'était allégé, mais pas grâce à elle. Et cela l'effrayait plus qu'elle ne l'admettait. Tolu ne convoquait jamais le personnel dans son bureau, sauf pour des raisons officielles. Son bureau était son sanctuaire intérieur, des étagères en acajou bordaient les murs, et l'odeur de cuir vieilli mêlée à une douce eau de Cologne persistait longtemps après son départ. Mais cette fois, il demanda personnellement à Shinaza. C'était le milieu de soirée, et elle venait de terminer d'essuyer les plans de travail de la cuisine lorsque le majordome en chef lui transmit le message. « Auguste, dis-moi de t'apporter du thé dans son bureau », dit-il en la regardant avec curiosité. Shinaza hésita un instant avant de se reprendre et de remonter prudemment le couloir avec son plateau d'argent. Elle frappa une fois, et lorsqu'il dit « Entrez », elle entra, les yeux baissés, la posture posée. « Posez-le sur la table d'appoint », dit-il sans lever les yeux de son dossier. Elle obéit, mais avant qu'elle puisse partir, il ajouta « Asseyez-vous, s'il vous plaît ». Le cœur de Shinaza fit un bond. Elle se retourna lentement et le vit faire un geste vers le canapé en face de son bureau. « Juste une minute », ajouta-t-il. « Je ne mordrai pas. » Un léger sourire fatigué se dessina sur son visage et, contre toute attente, elle obéit. S'ensuivit la conversation la plus délicate qu'ils aient eue depuis longtemps. Tolu commença lentement, évoquant son mariage, une union de 6 ans qui s'était terminée non pas par des cris ou un scandale, mais par le silence. « Nous avons cessé de nous voir », a-t-il dit. Nous vivions dans la même maison, mais c'était comme si je la regardais à travers un écran. Il a parlé de la façon dont la confiance était érodée, non pas par la trahison, mais par l'absence. Et je n'ai jamais pleuré, a-t-il admis. Pas une seule fois. Pas même quand elle est partie. Shinaza écoutait, les doigts repliés sur ses genoux, les yeux baissés mais l'esprit grand ouvert. Lorsqu'il marqua enfin une pause, elle dit doucement « Ma mère est morte dans mes bras, et je rêve encore qu'elle me demande pourquoi je l'ai laissée partir. » Sa voix se brisa alors, et elle se ressaisit rapidement, mais Tolu vit la faille dans son armure. « Elle te manque tous les jours ?» demanda-t-il. Shinaza hocha la tête, les lèvres pincées. « Et toi ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Elle te manque ?» Tolu ne répondit pas tout de suite. Puis, après un long silence, il dit « La version de moi-même que j'étais avec elle me manque. » Avant le silence, ils étaient assis là, tranquillement, le thé oublié, les murs entre eux se dissolvant comme une brume. À ce moment-là, ils n'étaient pas milliardaires et femmes de ménage. Ils étaient simplement 2 âmes en deuil en quête de mots là où les mots les avaient jusque-là fait défaut. Le lendemain, Shinaza trouva un paquet enveloppé dans du simple papier craft, glissé dans le tiroir de la cuisine où elle rangeait son tablier. C'était un livre, Things Fall Apart, de Chinua Achebe, mais pas celui qu'elle possédait déjà. Cette édition avait des tranches dorées en relief et une couverture en cuir souple. À l'intérieur de la première page se trouvait une brève note manuscrite, « Tu as mentionné avoir beaucoup lu ce livre étant enfant et tu pensais devoir en avoir un exemplaire en bonne et due forme. » Du thé, les doigts de Shinaza tremblaient. Elle n'avait même pas réalisé qu'il s'en souvenait. Elle en avait parlé en passant au cours de leur conversation, comment sa mère leur lisait l'Achebe à la lueur d'une lanterne. Le cadeau n'était pas grandiose, mais il était intentionnel, attentionné, personnel. Elle ne savait pas comment réagir. Personne ne lui avait jamais rien offert sans rien attendre en retour. Elle aurait voulu le garder secret, le mettre de côté et le savourer en privé. Mais les mots se répandirent plus vite que l'harmattan dans le manoir. Ikid vit le paquet et murmura à la blanchisseuse. La blanchisseuse raconta des ragots au jardinier. À l'heure du déjeuner, la rumeur parvint jusqu'à Madame Franca. Franca fit venir Shinaza dans la lingerie.
Sa voix était froide et sèche. Je me fiche de l'attention que tu penses recevoir, rétorqua-t-elle. Mais ce n'est pas comme ça qu'une fille bien se comporte. Des cadeaux d'Oga? Tu veux être le prochain scandale de la maison. Le visage de Shinaza rougit d'humiliation. Ce n'était pas comme ça, murmura-t-elle. Je n'ai rien demandé, mais Franca l'a interrompu. Tu ne l'as pas arrêté non plus. Tu te crois différente parce que tu pleures doucement et que tu parles doucement? Laisse-moi te dire, cette maison dévore les filles comme toi. Shinaza quitta la pièce tremblante, non pas de colère, mais d'une profonde tristesse qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Ce soir-là, elle rangea le livre dans le tiroir. Mais son nom, écrit de sa main, résonnait encore dans sa tête. Que signifiait-il quand quelqu'un comme lui remarquait quelqu'un comme elle? Et quel prix cela lui coûtait-il de continuer à faire comme si de rien n'était, alors que tout était clair? L'incident s'est produit un jeudi matin. Shinaza était dans la cuisine dès 5h30, préparant un bouillon de poivron pour le chauffeur et 2 employés tombés malades. La flamme du gaz léchait avidement sous la marmite tandis qu'elle hachait oignons et poivrons près du feu, l'esprit perdu dans l'inquiétude du prochain transfert d'argent à Kansi. La nouvelle échéance du loyer approchait, et bien que la tombe de leur mère ait été réparée, d'autres factures planaient comme des ombres. Distraite, elle tendit distraitement la main vers le couvercle métallique qui chauffait sur la cuisinière, oubliant qu'il n'avait pas de poignée. Un cri strident perça le silence de la cuisine. Elle recula brusquement, abaissant le couvercle tandis que sa main droite rougissait, une grosse ampoule enflée sur la paume en quelques secondes. Des larmes lui piquaient les yeux, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause du poids de tout cela, la fatigue, le stress, le silence. Sa respiration devint saccadée tandis qu'elle titubait jusqu'au lavabo et laissait l'eau froide couler sur la brûlure. Puis elle entendit des pas rapides et mesurés, suivis d'une voix grave et pressante. Que s'était-il passé? C'était Tolu. Il n'attendit pas d'explication. Dès qu'il vit sa main sous le robinet, rouge et irrité, il s'approcha d'elle et prit le relais, ouvrant le tiroir, en sortant une serviette propre et attrapant la trousse de premier secours posée sur l'étagère du haut. Shinaza voulut protester, dire qu'elle pouvait se débrouiller, mais la douleur était trop intense, et son contact, ferme et sûr, était d'une douceur inattendue. Il la guida jusqu'au tabouret près de la fenêtre et s'accroupit devant elle, tamponnant sa paume d'antiseptique. « Tu aurais dû appeler quelqu'un, » murmura-t-il, les yeux plissés par la boursouflure qui se formait sur sa peau. « Tu ne devrais pas tout faire toute seule. » Shinaza le regarda, stupéfaite, en silence. Il ne soignait pas seulement une blessure, il prenait soin d'elle comme si elle comptait pour elle. Elle n'avait jamais vu cette facette de lui. Malgré sa richesse et sa réputation de distance émotionnelle, il y avait quelque chose de profondément tendre dans ses gestes. Le personnel qui passait par la s'attarda à la porte, sous le choc. Personne n'avait jamais vu le gardien ainsi, agenouillé devant une femme de chambre, l'inquiétude lut sur son visage. Madame Franca arriva quelques secondes plus tard, la bouche ouverte, mais figée à mi-haleine en voyant la scène. « Je m'en occupe, » dit sèchement Tolu, sans même lui jeter un regard. Elle hocha la tête et se détourna, le visage indéchiffrable. Quand Tolu eut fini de bander la main de Shinaza, il se leva et la regarda fixement. « Plus besoin de cacher tes blessures, Shinaza. Tu n'es pas une machine, » et sur ces mots, il quitta la cuisine. Shinaza le fixa du regard, son cœur battant plus fort que l'horloge de la cuisine. La douleur la tint éveillée cette nuit-là. La pommade l'apaisa, mais sa main la lançait encore d'une douleur sourde qui irradiait dans tout son bras. Shinaza s'assit sur le banc près de la porte du garde-manger, berçant sa main enveloppée sur ses genoux et observant la douce danse du clair de lune sur le sol carrelé. Le manoir dormait, pas de bruissement, pas de voix, seulement le chant occasionnel d'insectes nocturnes se faufilant par les fentes de la ventilation de la cuisine. Elle se sentait agitée et vide. Tout changeait trop vite. Et le plus dur n'était pas les ragots ni même la douleur, mais sa vulnérabilité face à Tolu. Comme si un acte de gentillesse supplémentaire de sa part pouvait réveiller une source d'émotion qu'elle ne pouvait se permettre de ressentir. Elle appuya la tête contre le mur du garde-manger et ferma les yeux, essayant de calmer ses pensées. C'est alors qu'elle entendit le léger grincement de la porte du couloir. Elle leva les yeux et se figea. Tolu se tenait là, vêtu d'un t-shirt noir et d'un jogging, un livre à la main, l'air indéchiffrable. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda simplement un long moment avant de s'avancer et de s'asseoir à l'autre bout du banc. « Je n'arrivais pas à dormir non plus, dit-il finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure.
trop de bruit dans ma tête. Shinaza hocha lentement la tête, ne sachant que dire. Le silence s'installa entre eux, tel un vieil ami. Puis il se tourna vers elle. Je crois que tu me rappelles ce que je ressentais avant que tout ne se complique. Elle le regarda, perplexe. Il sourit faiblement. Tu tiens toujours aux gens, Shinaza. Tu pleures toujours. Tu ressens encore quelque chose. Et c'est rare ici. Shinaza cligna rapidement des yeux, ne s'attendant pas à la douleur que ces mots suscitaient en elle. Se soucier des autres, ça fait mal, répondit-elle d'une voix rauque. Mais sans désintéresser, ça tue. Tolu l'observa un instant, puis se laissa aller en arrière, les yeux fixés au plafond. J'ai grandi avec tout, l'argent, la sécurité, le pouvoir. Mais rien de tout cela ne m'a appris à rester au chaud. Shinaza reporta son regard sur le sol. C'est peut-être pour ça qu'on remarque les gens chaleureux. Un long silence suivit. Peut-être murmura-t-il. L'horloge de la cuisine résonnait en arrière-plan. Ils restèrent assis ainsi un moment, sans parler, respirant simplement le poids de leurs cicatrices. Pour une fois, le manoir semblait petit, humain. Et dans cette heure silencieuse de minuit, ils n'étaient pas l'employeur et la servante. Ils étaient deux âmes assises côte à côte, demandant au monde non pas des réponses, mais la paix. Shinaza ne s'attendait pas à être choisie pour servir lors du petit déjeuner d'anniversaire privé de Tolu. Habituellement, les anniversaires au manoir Atadeo étaient des événements grandioses mais impersonnels, organisés par un personnel professionnel. Mais cette fois, Tolu avait demandé une matinée tranquille dans le jardin derrière le psychobana de la piscine. Un seul serveur. Et, à la surprise générale, il demanda expressément Shinaza. La requête fit le tour de la maisonnée comme une pierre dans un étang. Madame Franca ne dit rien, mais sa mâchoire serrée en disait long. Iki haussa un sourcil, mais les épaules. Non, il va commencer, murmura-t-elle au jardinier. Shinaza, cependant, ne répondit rien. Elle portait son uniforme le plus propre, serrait son foulard plus fort que d'habitude et portait le plateau du petit déjeuner dehors, les mains tremblantes. L'air matinal était vif, empli du parfum de l'hibiscus et du café infusé. Tolu était assise sous l'ombre de la toile, vêtue d'une chemise bleu pâle et d'un pantalon décontracté. Pas de garde, pas d'assistant. Juste lui et une table dressée pour deux. Assieds-toi, dit-il doucement à son arrivée. Mange avec moi, Shinaza se figea. Monsieur, ce n'est pas autorisé. Il rit doucement. Aucun des deux ne parlait après minuit. Mais nous sommes toujours là. Elle s'assit, hésitante, au bord du siège. Le repas était simple, de l'acra frais, de l'avoine, des tranches de fruits et du thé à la menthe. Tolu ne toucha à rien immédiatement. Il la regarda, ses yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. Je n'ai pas besoin de cadeaux ni de gâteaux, dit-il. Mais si tu pouvais dire quelque chose, n'importe quoi, peut-être de chez moi. Shinaza hésita, puis s'éclaircit la gorge. Il y a quelque chose que ma mère récitait à chaque anniversaire de l'un de nous. Ce n'est pas grand-chose, juste des mots en igbo. Il hocha la tête. Laisse-moi l'entendre. Elle ferma les yeux et, doucement, comme une prière, commença à réciter le poème « Kashinirjin du Jiru Inudo ». Kai Omogba Saraji Buruburu. Kao Bidiriji Miminarini Zedi. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit sa main agrippée au bord de la table, les yeux embués, mais sans larmes. Qu'est-ce que cela signifie, demanda-t-il. Elle sourit, son premier sourire sincère depuis des semaines. Cela signifie que ce jour t'apporte la paix. Que de bonnes choses t'entourent. Que ton cœur soit en bonne santé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tolu expira lentement. C'est peut-être le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis des années. Pour une fois, Shinaza ne se dérobait pas à l'émotion qui les unissait. À cet instant, dans le calme du jardin et le soleil qui se levait doucement derrière lui, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il n'était pas aussi inaccessible qu'elle le pensait. Au moment où Tolu entendit Shinaza parler au livreur près de la porte du personnel, quelque chose en lui changea à nouveau. Elle ne l'avait pas vu debout à la fenêtre de l'étage tandis qu'elle suppliait discrètement l'homme d'attendre quelques minutes de plus pour pouvoir récupérer sa part de la ration mensuelle pour la cuisine. « S'il vous plaît » avait-elle murmuré. « Ils la déduiront de ma prochaine paie si elle n'est pas signée et cachetée. » Il la regarda courir pieds nus dans l'allée, ses pantoufles en caoutchouc battant dans une main,
juste pour récupérer un sac de gari et des tomates en conserve. Ce n'était pas la lutte qui le déstabilisait. C'était sa détermination inébranlable. Elle ne demandait jamais d'aide à personne, n'utilisait jamais son nom comme moyen de pression et ne se comportait jamais comme si elle appartenait à un autre groupe que son rang. Mais ce qui le frappa le plus, ce fut plus tard dans la soirée, lorsqu'il aperçut ses chaussures. Il ne les avait jamais remarquées auparavant, des ballerines noires délavées, si usées que les coutures des orteils s'étaient défaites. Une semelle était fissurée. Cela le fit réfléchir. Comment pouvait-on travailler avec autant de grâce dans la douleur, la pauvreté, sans jamais le laisser paraître? Il commença à observer de plus près, elle sautait le petit déjeuner certains matins, pliait et repliait de vieux uniformes pour les rendre propres, et se précipitait dehors pendant sa pause pour parler tranquillement à quelqu'un au téléphone en hibou. Il comprit qu'elle se donnait entièrement à des gens lointains, à un frère, à une tombe, à une famille qui n'avait qu'elle pour survivre. L'après-midi suivant, Tolu s'approcha d'Ikit sous le manguier près de l'abri de jardin. « Shinaza mange-t-elle avec vous » demanda-t-il sans formalité. Ikit, surprise, répondit sincèrement. « Elle mange moins que nous tous, monsieur. Elle dit que la nourriture la rend somnolente quand elle travaille. » Mais Tolu savait que ce n'était pas le cas. Shinaza ne mangeait pas, car elle économisait. Elle ne vivait pas, elle survivait. Ce soir-là, il convoqua sa comptable et lui demanda d'ajouter une enveloppe séparée à sa paie, déguisée en prime d'excellence en cuisine. Il savait qu'elle n'accepterait pas la charité, pas même Shinaza. Il fit donc passer cela pour une reconnaissance de son éthique de travail, discrètement consignée dans les livres de l'entreprise. Mais même alors, se demandait-il, que pouvait bien signifier un monde où une femme comme Shinaza pouvait passer inaperçue jusqu'à ce qu'un homme décide de la voir? Son respect pour elle s'épaissit, dépassant l'admiration. Il n'était pas entiché. Ce n'était pas du désir. C'était de la révérence. Et pourtant, plus il remarquait sa force, plus il ressentait la sensation lancinante d'être une intrusion, d'enfreindre les règles d'un code secret qu'ils avaient tous deux respecté. Shinaza, quant à elle, ressentait son regard plus que jamais. Elle essayait de garder la tête basse, mais sa présence était devenue omniprésente dans chaque couloir. Son silence, un langage qu'elle apprenait à déchiffrer. Madame Franco n'était pas du genre à parler par énigme. Elle croyait au contrôle, à la hiérarchie, aux lignes invisibles qui maintenaient l'ordre dans une maison aussi puissante que le domaine d'Atedeo. Alors, lorsqu'elle convoqua Shinaza dans la lingerie après l'inspection matinale, la froideur de son regard n'avait rien d'énigmatique. « Assieds-toi » dit-elle d'un ton neutre, sans lui proposer de chaise. Shinaza resta immobile, les mains jointes devant son tablier. Le silence s'éternisa. Puis la voix de Madame Franco devint tranchante, comme une lame. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe? Sais-tu combien de filles avant toi ont confondu la gentillesse d'un Oga avec quelque chose de plus profond ?» Shinaza déglutit difficilement. « Je n'ai rien fait de mal, maman. »« Exactement, » siffla Franco. « Tu n'as rien fait. Et c'est le plus dangereux. Il vous voit parce que vous ne faites rien. Vous ne flirtez pas, ne suppliez pas, ne manipulez pas. C'est ce qui vous rend différent. Et la différence est dangereuse dans une maison comme celle-ci. » Les yeux de Shinaza la piquaient, mais elle soutint son regard. « Je ne veux rien de lui. Je veux juste travailler et rentrer à la maison. » Franco s'approcha, la voix basse. Puis fait comme si. « Parce que si ça continue, je n'aurai d'autre choix que de demander ton renvoi. Et tu sais que je peux le faire. » C'est à ce moment-là que Shinaza a compris que les murs ne se refermaient pas. Ils se resserraient. Cette nuit-là, elle était assise sur son lit, les yeux rivés au plafond, essayant de comprendre pourquoi elle avait le souffle court et la poitrine si serrée. Ce n'était pas la menace de perdre son emploi qui l'avait le plus affectée. C'était le fait que quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé était en train de tourner au scandale. Elle n'avait pas couru après Tolu. Elle n'avait pas attiré son attention. Mais cela n'avait aucune importance. La perception suffisait à détruire la réputation d'un foyer comme celui-ci. Elle prit donc une décision. Le lendemain matin, Shinaza réduisit sa visibilité. Elle cessa de s'attarder dans la cuisine dès qu'elle sentit Tolu à proximité. Elle évitait le jardin, le bureau et adapta même son horaire pour privilégier les tâches éloignées de ses chemins habituels. Ce n'était pas par peur qu'elle l'évitait. C'était par souci de préservation. Elle ne pouvait pas se permettre d'être la raison de son interrogatoire, ni d'être l'objet de rumeurs silencieuses.
Tolu remarqua le changement presque immédiatement. Elle cessa de le regarder dans les yeux. Ses salutations furent brèves, formelles, vides. Un matin, il l'attendait dans le couloir, mais elle passa sans s'arrêter. Il laissa du thé dans la cuisine avec un mot. Elle n'y toucha pas. Il était confus, puis frustré. Avait-il dépassé les bornes? Avait-il tout mal compris? Shinaza, quant à elle, avait l'impression que son cœur se fendait de l'intérieur. Non pas qu'elle s'en fichait, mais peut-être parce que, pour la première fois, elle s'en souciait. Et elle craignait que l'affection ne soit précisément ce qui les détruirait tous les deux. Le manoir à Tadeo n'avait jamais semblé aussi solitaire à Tolu. Ce n'était pas le silence qu'il avait toujours préféré, mais l'absence de ce non-dit qui emplissait l'air lorsque Shinaza était à proximité. Il la remarqua dans son absence, la façon dont son rire adoucissait autrefois le ronronnement de la hotte, la façon dont elle redressait sa tasse de thé à deux mains comme si elle était sacrée. Elle se déplaçait désormais dans la maison comme une brume, intouchable, indéchiffrable, inaccessible. L'espace qu'elle créait entre eux était poli mais impénétrable. Il commença à remettre en question chaque instant qu'ils avaient partagé. Était-ce à sens unique? S'était-il imposé sans s'en rendre compte? Ou pire, avait-elle silencieusement plaidé pour la distance depuis le début, et il était trop aveuglé par ses propres émotions pour le voir? Il détestait cette ambiguïté. Pour un homme qui avait bâti des entreprises milliardaires en prenant des décisions calculées, le silence de Shinaza était la seule variable qu'il ne parvenait pas à décoder. Et cela le rongeait. Il essayait de s'occuper des affaires du conseil d'administration, des nouveaux contrats et même des projets de voyage. Mais sa présence hantait les recoins de sa maison comme une douce chanson inoubliable. Shinaza, quant à elle, luttait contre son instinct et l'incitait à aller le voir et à s'expliquer. Mais que dirait-elle? Je me retire parce que ta gouvernante m'a menacé? Parce que maintenant, les gens me regardent comme si j'étais un problème que tu avais créé? Non, elle ne pouvait pas exprimer ce qu'elle ne comprenait pas complètement. Elle se disait que c'était temporaire. Cet espace était un refuge. Si elle supportait les murmures, les avertissements, la douleur dans sa poitrine, tout reviendrait à la normale. Mais rien de tout cela n'était normal. Elle se surprit à fixer le livre qu'il lui avait donné, caché sous son matelas. Elle n'y avait pas touché depuis le jour où on l'avait averti. Et pourtant, chaque soir avant de dormir, elle le prenait, non pas pour le lire, mais pour le tenir, comme si son poids la maintenait sur terre. La frontière entre devoir et émotion commençait à s'estomper, et Shinaza ne savait pas comment enrayer cette vague. Ses questions, son attention, son silence à ses côtés pendant les silences nocturnes lui manquaient. Mais elle était terrifiée par ce qui arriverait si elle laissait ses sentiments s'intensifier. Parce qu'aimer un homme comme Tolu n'était pas seulement compliqué, c'était coûteux. Et Shinaza savait aussi que dans son monde, l'affection était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. La pluie tombait comme si elle avait quelque chose à prouver. Lourd, violent et implacable, il frappait le toit du manoir tandis que le vent hurlait à travers les arbres qui bordaient le domaine. Il était presque minuit. La maison était silencieuse, mais Shinaza n'arrivait pas à dormir. La tempête dehors avait réveillé quelque chose en elle, une vague qu'elle ne pouvait plus réprimer. Elle avait passé la semaine entière à se plonger dans les corvées, à esquiver les escaliers, à masquer la douleur qui s'était intensifiée depuis que son éloignement de Tolu était devenu la norme. Mais ce soir-là, sa poitrine était trop serrée, son esprit trop épuisé. Elle entra dans le garde-manger, pieds nus, vêtue de son pagne et de son t-shirt, la main effleurant les murs comme si elle en avait besoin pour se tenir debout. Elle s'affaissa dans un coin, près de l'étagère à épices, les genoux serrés contre sa poitrine, et se brisa. Ses sanglots étaient rapides et saccadés, comme si tout ce qu'elle avait retenu, la peur, la culpabilité, l'épuisement avait enfin trouvé une faille. Ses épaules tremblaient violemment tandis qu'elle pleurait dans ses bras. Elle n'était pas seulement lasse de la politique du manoir ou des murmures dans les couloirs, elle était lasse d'être le pilier de tout le monde. Elle avait été forte pour Kamsi, pour sa mère décédée, pour la famille qui comptait sur elle, pour les règles implacables de Madame Franca, pour ce travail qui ne lui avait jamais permis d'être humaine. Mais qui était fort pour elle? Tolu était en train d'examiner des rapports logistiques lorsqu'il l'entendit. Le son caractéristique de pleurs résonna faiblement dans le long couloir, tel l'écho du chagrin. Il marqua une pause, le document dans sa main soudain dénué de sens. Quelque chose se tordit dans sa poitrine. Il connaissait ce cri. Il l'avait déjà entendu une fois, dans cette même cuisine. Il n'hésita pas.
Il quitta son bureau et marcha rapidement, pieds nus et torse nu, la pluie battant contre les fenêtres tandis qu'il tournait au coin et ouvrait la porte du garde-manger. Et elle était là, recroquevillée dans un coin comme une branche cassée, sanglotant si fort que l'air en tremblait. « Shinaza » dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. Elle sursauta, puis s'essuya vivement le visage en essayant de se redresser. « Je vais bien » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Tu ne le es pas » répondit-il doucement. « Et tu n'as pas à l'être. » Il n'en fallut pas plus. Shinaza éclata en sanglots, le corps tremblant tandis qu'elle se laissait tomber dans ses bras. Et il la serra dans ses bras, sans mots, sans attente, juste de la chaleur. Il la laissa pleurer, la laissa se pencher vers lui, sa paume décrivant de l'encercle dans son dos. Les minutes passèrent, peut-être plus. Lorsqu'elle se retira enfin, ses yeux étaient gonflés mais calmes. « J'en ai assez de faire semblant, dit-elle d'une voix rauque. J'en ai assez d'être forte. Tolu la regarda dans les yeux et répondit avec une honnêteté tranquille. Alors ne le sois pas. Pas ce soir. Pas avec moi. Après que la pluie se fut calmée et que le silence revint dans le manoir, tel un rideau tombant sur un dernier acte, Shinaza et Tolu s'assirent côte à côte sur le sol du garde-manger, le dos contre le mur, les pieds étendus sur le carrelage froid. Aucun d'eux ne fit un geste pour se lever. C'était comme si l'espace entre eux était devenu sacré, forgé par la vulnérabilité et débarrassé de toute couche sociale qui les séparait. Le silence n'était pas inconfortable. C'était profond. Shinaza s'effondra d'abord. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire » demanda-t-elle d'une voix qui ne tremblait plus. « Je suis femme de ménage, Tolu. Je nettoie tes sols. Je prépare tes repas. Pourquoi continues-tu à venir » Son ton n'était pas accusateur. Il était franc, imprégné de confusion. Tolu se tourna vers elle, le visage plus ouvert qu'elle ne l'avait jamais vu. « Parce que j'ai été dans une maison pleine de monde et que je me suis quand même senti seul, dit-il. Parce que je vois ta force, ta douleur, et je l'admire. Parce que ton silence est plus éloquent que le bruit de la plupart des gens. Et parce que je ne veux pas que tu te croies invisible ici. » Il marqua une pause, puis reprit, « Et peut-être, juste peut-être, je me montre à toi parce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pareil pour moi quand j'étais en train de craquer. » Ces mots flottaient entre eux comme de l'encens, épais, persistant, impossible à ignorer. Shinaza se tourna vers lui. « Mais tu es milliardaire » dit-elle avec un demi-sourire dans ses yeux fatigués. « Tu n'as pas besoin d'être aussi gentil. » Tolu rit doucement. « C'est ce qu'on ne vous dit jamais sur la richesse. Ça vous donne de l'espace, oui. Cela vous donne du pouvoir. Mais cela ne vous donne pas la paix. Ni des gens qui vous voient vraiment. » Il tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux de son front, puis la laissa retomber sur ses genoux. « Tu ne m'as jamais rien demandé. Pas d'argent. Aucune aide. Pas même une reconnaissance. Et c'est pourquoi ta présence a compté plus pour moi que n'importe laquelle d'entre elles. Tu n'es pas là pour ce que je peux t'offrir. Tu es là, tout simplement. » Shinaza avala la boule qui lui serrait la gorge. Elle ne savait pas comment réagir. Tout dans son éducation la mettait en garde contre de tels moments. Des frontières floues. Des sentiments inexprimés. Des hommes puissants qui lui offraient des paroles douces. Mais à cet instant, elle ne se sentait ni petite ni compromise. Elle se sentait vue. Vraiment vue. « Je ne sais pas ce que c'est » murmura-t-elle. « Moi non plus » admit Tolu. « Mais je ne veux pas que ce soit quelque chose que nous craignons. Je ne veux pas faire comme si ça n'existait pas. Je ne suis pas là pour te sauver, Shinaza. Je veux juste être à tes côtés, si tu me le permets. » Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, Shinaza hocha la tête, non par devoir, ni par survie, mais par choix. L'annonce fut discrète, sans réunion théâtrale ni grand geste. Le lendemain matin, le comptable de la maison reçut une simple note signée par Tolu lui-même. Avec effet immédiat, Shinaza Okafor ne figurait plus parmi les employés de maison. Sa nouvelle fonction, celle de coordonnatrice du bien-être et des opérations du personnel, a été créée spécifiquement pour gérer le bien-être des employés, la communication avec le personnel et l'efficacité du flux de travail. Son salaire a été triplé et son uniforme a changé. Ses quartiers furent transformés en une chambre privée dans l'aile administrative. Lorsque la nouvelle se répandit, le personnel fut stupéfait. Certains murmurèrent qu'il y avait du favoritisme.
d'autres pensaient qu'elle avait conquis le cœur du patron. Madame Franca, quant à elle, ne dit rien. Mais son silence avait plus de poids qu'une dispute. Shinaza, après avoir reçu la confirmation officielle, ne célébra pas. Elle resta assise tranquillement dans sa nouvelle chambre, la lumière du soleil projetant des ombres sur son carton de vieux vêtements encore plein. Elle passa ses doigts sur l'ourlet de son ancien tablier et ressentit un étrange mélange de fierté, de peur et de culpabilité. Avait-elle mérité cela, ou était-ce le fruit de sentiments qu'elle ne comprenait pas encore? Était-ce une élévation ou un piège émotionnel? Lorsque Tolu la fit entrer dans son bureau ce soir-là, elle entra d'un pas hésitant. Il était derrière son bureau, les mains jointes, attendant. « Tu n'es pas là à cause de moi, » dit-il avant qu'elle puisse parler. « Ce poste, tu le mérites. La maison en avait besoin. Le personnel avait besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui comprend les deux côtés. » Shinaza l'observa attentivement. « Mais les autres réfléchiront. »« Laisse-les réfléchir, » coupa-t-il doucement. « Tu ne dois d'explication à personne pour ton caractère exceptionnel. » Elle prit une longue inspiration. « En nous » demanda-t-elle, le cœur battant. « Et maintenant ?» Tolu se leva et contourna le bureau, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. « Maintenant, nous construisons quelque chose avec honnêteté. Sans pression, sans précipitation. Mais on arrête de faire semblant. Et on arrête de se cacher de ce qui pourrait arriver. » Il ne l'a pas touché. Il n'en avait pas besoin. Les mots suffisaient. Shinaza hocha lentement la tête, et quelque chose se calma dans sa poitrine pour la première fois depuis des semaines. Elle n'était plus seulement la fille qui nettoyait sa cuisine. Elle était bien plus que ça. Non pas parce qu'il l'avait choisie, mais parce qu'elle s'était enfin choisie elle-même. Le nouveau titre de Shinaza ne s'accompagnait pas seulement d'une chambre privée et d'un salaire plus élevé. Il s'accompagnait d'un examen minutieux, d'ajustements et d'une discrète guerre des perceptions. Mais au lieu de se rétracter, elle s'est engagée dans son nouveau rôle avec la même grâce qu'il avait portée à travers des années d'adversité. La jeune femme qui frottait le carrelage avant le lever du soleil rencontrait désormais les fournisseurs, organisait les réunions du personnel et mettait en place des programmes de bien-être qui tenaient réellement compte des besoins des travailleurs. Elle n'affichait ni arrogance ni prétention. Sa voix restait douce, ses vêtements modestes, mais son allure avait changé. Même Madame Franca, sévère et sceptique, observait d'un air narquois la baisse de l'absentéisme en cuisine, l'amélioration des réserves et l'équité des traitements des employés. Shinaza accordait une attention particulière aux petits détails, comme l'aménagement des horaires de pause pour éviter que les jeunes employés ne mangent en dernier, ou la mise en place d'un système de rotation des jours de repos du week-end. Ces changements n'étaient pas motivés par le pouvoir. Ils étaient nés de l'empathie. Et ils ont fonctionné. Dès la 3e semaine, même les plus cyniques de l'équipe nationale ont commencé à s'adoucir. Shinaza n'avait pas seulement mérité son titre. Elle l'incarnait. Tolu, quant à lui, conservait sa routine habituelle, mais son regard suivait Shinaza différemment. Il était fier de la façon dont il l'observait lors des briefings. Lorsqu'elle lui transmettait une liste révisée ou suggérait un nouveau schéma de communication pour les commentaires du personnel, il ne souriait pas, ne la complimentait pas. Il écoutait. Et cela, pour Shinaza, signifiait plus que des applaudissements. Leurs moments n'étaient plus empreints de nostalgie ou d'hésitation. Ils étaient calmes, déterminés. Ils ne s'attardaient pas inutilement, et elle ne le recherchait pas. Mais leur lien demeurait. Il avait mûri. Parfois, ils échangeaient un simple regard, mais cela en disait plus long que 1000 mots. C'était une reconnaissance discrète du chemin parcouru, non seulement individuellement, mais aussi en tant que deux personnes partageant un terrain émotionnel que peu de gens pouvaient comprendre. Le soir, Shinaza s'asseyait près de sa fenêtre avec Kamsi au téléphone, lui parlant de son nouveau bureau, de son salaire, et du fait que la maison l'appelait désormais « coordinatrice Shinaza » au lieu de cette compagne silencieuse. Et même si ses yeux s'embuaient encore au souvenir du voyage, elle ne pleurait plus de douleur ni d'impuissance. Elle pleurait de gratitude. Les murs qui l'étouffaient autrefois résonnaient désormais de ses décisions. Et dans ces murs, elle a trouvé un sentiment d'appartenance. Le matin où cela s'est reproduit, la deuxième étreinte, la boucle bouclée, était un de ces rares matins à Lagos où le temps hésitait à décider s'il avait fini de pleuvoir ou s'il faisait juste une pause. La cuisine était chaude, parfumée aux bananes plantains frites et au pain à la cannelle, le doux ronronnement du lave-vaisselle rythmant la radio en fond sonore.
Shinaza était arrivée tôt malgré sa position élevée. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Elle avait dit aux jeunes employés qu'ils pourraient commencer plus tard. Après tout, elle savait ce que c'était que d'avoir les jambes lourdes et le dos douloureux. Seule dans la cuisine, elle se tenait près du comptoir, feuilletant l'inventaire du ménage, lorsque son téléphone vibra. C'était Kamsi. Il venait de recevoir sa première lettre d'admission dans une école polytechnique. Shinaza, j'ai réussi. Ils me veulent. Il hurla de joie si fort qu'elle eut du mal à retenir ses larmes. Et je ne peux pas y aller à cause de toi, ajouta-t-il. Shinaza s'agrippa au bord du comptoir, le corps tremblant. Le barrage s'est rompu. Des larmes ont coulé sur son visage, non pas parce qu'elle était triste, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait légère. Comme si sa lutte n'avait pas été vaine. Comme toute la douleur, le silence, l'humiliation, l'isolement, tout cela l'avait amenée à ce moment de plénitude. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Elle n'entendit pas le bruit familier des mocassins sur le carrelage poli. Mais elle sentit sa présence. Et lorsqu'elle se retourna, il était là. Tolu se tenait à l'entrée, l'observant silencieusement, vêtu de son cafetan bleu marine habituel, une tasse de thé qu'il avait visiblement servi lui-même. Il ne dit rien. Il s'approcha d'elle, posa la tasse et regarda son visage baigné de larmes. « Bonne nouvelle » demanda-t-il doucement. Shinaza hocha la tête, la voix nouée. Kamsi monta. Il va à l'école. Elle essaya de se reprendre, d'essuyer ses larmes du revers de la main, mais Tolu se pencha et le fit pour elle, son pouce essuyant l'humidité, son autre main la serrant contre lui. Et puis, comme lors de la première nuit dans la cuisine, il la serra dans ses bras. Mais cette fois, ce n'était pas un chagrin silencieux entre eux. C'était la joie. C'était le triomphe. C'était tout ce qui n'avait pas été dit qui se révélait enfin. Elle posa sa tête contre sa poitrine, l'entoura de ses bras sans hésitation. Et ils restèrent ainsi, se balançant légèrement au rythme de la douce mélodie de la radio, sans un mot. Dans cette étreinte se trouvait le pardon, la reconnaissance, la guérison et la promesse tacite d'un avenir magnifique. Ils n'étaient plus des êtres brisés, accrochés l'un à l'autre. Ils étaient deux êtres entiers, choisissant la paix, se choisissant l'un l'autre. Et dans cette cuisine chaleureuse et familière où leur histoire avait commencé, ils ont enfin tous deux expiré.